Sur le monde ottoman et islamique, je me suis consacré par passion aux synagogues et aux cimetières juifs, mais ne souhaitant pas dans un premier temps être un énième juif à travailler sur la question juive, eh bien j'avais mis ça un peu de côté et n'y avais consacré qu'un temps secondaire. Et depuis, on va dire 5-6 ans, j'y consacre un temps bien plus important et aujourd'hui, eh bien, j'ai la possibilité de faire un certain nombre de conférences à travers toute la France, et bientôt je l'espère aussi ailleurs en Europe, sur justement la question de la préservation de notre patrimoine et sur les lieux emblématiques qui incarnent notre mémoire. Dans cette conférence, nous allons donc parler aujourd'hui du judaïsme maghrébin francophone, en opposition au judaïsme maghrébin hispanophone qui a fait l'objet d'une conférence préalable le mois dernier. Et je vous invite à découvrir un univers que soit vous connaissez du point de vue familial, que j'espère étendre du point de vue des horizons, soit que vous découvrirez si vous êtes ashkénaze. Un petit peu, si c'est mieux pour la... Alors on appelle aujourd'hui abusivement séfarades tous les juifs originaires d'Afrique du Nord. Seuls les expressions portés ce qualificatif, ceux dont les origines ancestrales remontent véritablement à la péninsule ibérique. Séfarade signifiant originellement en hébreu Espagne. Alors la raison de cette confusion tient au syncrétisme qui s'est réalisé à la fin du Moyen-Âge entre ceux qu'on appelle les Mégorachim, je vous ai distribué une fiche avec un certain nombre de définitions, entre ceux qu'on appelle les Mégorachim qui ont fui l'Inquisition espagnole et les Toshadim, présents au Maghreb depuis l'Antiquité au moins. Les premiers, restés plus longtemps libres de pratiquer leur culte, ont conservé une tradition suffisamment vivace pour pouvoir revitaliser des communautés juives nord-africaines persécutées et privées de ressources. Le point commun qui existe ainsi entre toutes les communautés d'Afrique du Nord est donc avant tout cette culture judéo-espagnole dont nous parlions il y a de cela, je vous le disais à l'instant, ici même à Flegg, il y a quelques temps. Alors bien qu'arrivés à des dates différentes dans cette région du bassin méditerranéen, et en dépit d'histoires distinctes imputables aux événements régionaux, il est ainsi possible de reconnaître un héritage commun aux trois grandes communautés du Maghreb francophone, qui sont d'ouest en est, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Pour autant, est-il historiquement juste de parler de pays pour des communautés souvent mouvantes, toujours métissées, souvent fréquemment établies de part et d'autre de frontières aux contours tardivement tracés par les puissances européennes notamment? La conférence de ce soir se proposera donc de découvrir ces communautés nord-africaines, tantôt arabophones, tantôt berbérophones, souvent proches du pouvoir local, mais volontiers francisées lors de la colonisation, avec les conséquences que cet épisode a eues sur l'histoire des Juifs du Maghreb. Je vous invite donc ce soir à découvrir le judaïsme maghrébin francophone, déraciné, mais bien vivant. On va tout d'abord voir quelles sont les traces qui sont à notre disposition pour étudier cette question. On a des sources littéraires, païennes, chrétiennes, mais de manière générale, une quasi-absence de traces matérielles. Alors les historiens estiment généralement que l'installation des premiers juifs au Maghreb s'est faite à l'époque romaine. Dans les premiers siècles de l'ère vulgaire, on trouve ainsi une inscription funéraire qui est rédigée en grec au nom de Chalkidianos, qui est indiqué comme étant le chef de sa synagogue. À la même époque, un auteur romain du nom de Tertullien, ses dates de vie sont 150 à 225, regrette dans son livre Adversus Judaeos, le contre les Juifs, le prosélytisme juif qui sévit au Maghreb dans les premiers siècles du christianisme. Il se plaint de la persécution par les Romains des chrétiens qui, pour survivre, doivent, dit-il, se cacher sous une fausse identité juive, la religion juive étant à l'époque licite dans l'Empire romain encore. Ce Tertullien prétend que c'est une source d'attraction pour les païens qui rejoignent ainsi plus volontiers le judaïsme que le christianisme, qui a commencé à essaimer dans la région au siècle précédent. Il raconte que de nombreux berbères se passionnent pour le Shabbat, pour les coutumes juives, et dénoncent le discours antichrétien tenu dans la synagogue de Tipaza, une ville qui est localisée aujourd'hui à l'ouest de l'actuel Alger. Il est néanmoins difficile d'évaluer
le nombre exact de juifs au IIe siècle, de la chrétienne au Maghreb, à la lueur de ce seul propos, qu'il convient de toute évidence de nuancer, si l'on considère qu'il provient d'un des pères de l'Église, accoutumé aux charges violentes, contre une religion juive qu'il combat alors. Côté tunisien, eh bien, le légendaire est tenace. Tandis que les juifs de la communauté de l'île de Djerba, au sud de la Tunisie, prétendent tirer leurs origines d'une migration ayant suivi la destruction du premier temple, c'est-à-dire à une période que l'on situe aux environs du VIe siècle avant notre ère, les historiens optent quant à eux davantage pour un établissement au Maghreb aux alentours des 1er ou 2e siècles de l'ère chrétienne. Les vestiges funéraires avant le 1er siècle sont effectivement néants. À l'inverse, de nombreuses sources littéraires rapportent l'installation de communautés juives en Tunisie après la prise de Jérusalem par Titus en 70. Donc, on est à la destruction du second temple et non du premier, comme l'indique une certaine mythologie tunisienne. 70 000 juifs de Judée auraient ainsi, après la destruction du second temple, été déportés à Carthage, au nord du pays, tandis que l'historien juif Flavius Joseph estime à 500 000 le nombre de juifs dans les colonies grecques de Cyrénaïque, dans la province voisine de la Libye. Nombre d'entre eux seront ultérieurement déportés vers la province de Maurétanie, au Maghreb actuel, après l'écrasement de l'insurrection de la Cyrénaïque par l'empereur Trajan au début du IIe siècle. Après le VIe siècle, le judaïsme maghrébin connaît une période de déclin rapide, en raison des brimades dont les juifs d'Afrique du Nord sont victimes. Les Byzantins leur interdisent l'étude de la Mishnah et transforment leur synagogue en église, puis viennent les arabo-musulmans, dont les conquêtes sont ralenties par une énigmatique juive d'origine berbère que l'on appelle la Kahena. Une tradition rapporte également que 7 rabbins palestiniens seraient venus à cette époque pour judaïser les tribus berbères. Mais celle qui nous intéresse véritablement, c'est cette prêtresse, la Kahena. On pense qu'elle est d'origine Cohen, effectivement, due à son nom. Elle s'appelle en réalité Diahya. Et il s'avère qu'elle est aussi révérée par les juifs que par les musulmans aujourd'hui au Maghreb, comme en diaspora. On voit par exemple qu'il y a un restaurant qui porte le nom de la Kahena. Je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils avaient un quelconque lien avec la communauté juive. Ils m'ont dit non, absolument pas. Nous sommes tunisiens, donc en plus de l'autre côté de la frontière par rapport à l'endroit où on situe l'essentiel des conquêtes de cette femme guerrière, mais ils se sentent un attachement particulier à ce personnage qui fait partie intégrante de l'histoire du Maghreb algéro-tunisien. On voit dans l'Est algérien une statue qui a été érigée en son honneur. Également, côté tunisien, un complexe hôtelier qui porte son nom, et puis récemment, Didier Nebot lui a consacré une biographie. Passons maintenant au dynamisme culturel dont a fait preuve le judaïsme maghrébin depuis le Moyen-Âge. Alors sur le plan culturel, le Maghreb juif devient incontournable à partir du XIe siècle, grâce notamment à la venue de nombreux frères en provenance des centres talmudiques de Babylonie, où s'exerce jusqu'alors une domination exclusive avec les Géonies. Les liens entre les deux communautés, de Kérouan en Tunisie et les académies irakiennes de Soura et Poumbedita, notamment en Irak, sont d'ailleurs très importants. C'est en effet depuis Kérouan en Tunisie que sont diffusés les responsables aux questions sur la halakha reçus des maîtres babyloniens. En médecine, le Kérouanais Isaac Israéli connaît au IXe siècle déjà une réputation hors du Maghreb. D'autres se distinguent également, comme Yehuda Ben Koreish, qui essaye de démontrer au travers de ses ouvrages ô combien il est important de maîtriser la langue arabe et la langue araméenne pour avoir une compréhension exacte de l'hébreu. Dounaj Ben Labrat, un berbère juif du Xe siècle, originaire de Fès, cette fois-ci côté marocain, a également eu un rôle majeur dans le domaine de la liturgie et de la langue hébraïque, en général, puisqu'il est le fondateur de la grammaire hébraïque, et on lui doit de nombreux piyutim du Shabbat, comme celui bien connu de tous les séfarades, intitulé Deror Dikra. Donc je vous propose à présent un petit extrait. Le son.
c'est vrai, ça. C'est vrai, non? Oui. Alors ce texte en fait agit comme un dialogue entre le peuple hébreu, le peuple juif et Dieu. Donc chaque fois on a une phrase qui est la parole divine à laquelle vient répondre une phrase de complaint du peuple hébreu. Et c'est un texte qui remonte quand même il y a plus de 9 siècles, puisqu'on a traduit à l'image Ben Lapin. Alors comment parler du rabbinisme maghrébin également sans citer l'un de ses plus éminents décisionnaires? Vous aurez compris qu'on va un petit peu aborder la question du Rif. Isaac Al-Fassi, qui a vécu au XIe siècle, un sage né près de Fès également, au Maroc, qui a produit un chef-d'œuvre, le Sefer HaHalachot, considéré comme le premier ouvrage majeur de la littérature halachique, c'est-à-dire du droit hébraïque. Cette compilation du Talmud de Babylone est d'ailleurs l'un des 3 piliers de la halakha sur lequel se baseront au XIVe siècle le Harbaturim, un ouvrage attribué à un rabbin allemand connu sous le nom de Jacob Ben Asher, dit le Roche, mais également, plus tard, au XVIe siècle, le Shulchan Aruch du célèbre Rabbi Yosef Karo, un sage espagnol, auteur de la Somme halachique qui sert aujourd'hui encore de base législative de référence à toutes les communautés séfarades du monde et également communautés ashkénazes sous la forme augmentée par le Réma quelques années plus tard pour l'Europe de l'Est. Au XIIIe siècle, des berbères intégristes, les Almohades, vont néanmoins mettre un terme à cette effervescence intellectuelle nord-africaine, en cherchant à islamiser tous les dhimmis, à savoir les juifs et les chrétiens. Le refus de la majorité d'entre eux de se convertir à l'islam va aboutir à leur extermination pure et simple. L'extermination de communautés entières qui ne sont plus reconnaissables sur les cartes au-delà du XIIIe siècle. On a également le texte d'un grand sage et poète andalou, qui est Abraham Ibn Ezra, qui nous relate la destruction de ces communautés tout au long du Maghreb, depuis l'océan Atlantique jusqu'aux frontières de la Cyrénaïque, à savoir la Libye d'aujourd'hui. Tout le Maghreb est frappé, à Meknès, à Marrakech, aussi bien qu'à Sousse, en Tunisie, en passant par Tlemcen en Algérie. Le judaïsme y est malmené par cet islam intégriste, aussi bien que par la mouvance berbère qui suivra dans le temps, avec les Almoravides ultérieurement. Ceci annonce donc le départ des communautés maghrébines pour d'autres régions plus clémentes, et surtout, le déclin progressif de communautés qui sont privées de leurs ouvrages, mais qui sont également privées de la possibilité d'accéder à leur synagogue et aux lieux de pèlerinage qui étaient jusqu'alors traditionnels. Cette création spirituelle, linguistique, scientifique dont nous parlions, s'appauvrit à partir du XIIe siècle, jusqu'à l'arrivée des Juifs espagnols, 2 siècles plus tard, qui, plus libres jusqu'à l'Inquisition qui les chasse de péninsule ibérique, vont revigorer des communautés devenues exsangues. À Alger, vont exercer ainsi au XVe siècle des sommités rabbiniques, aujourd'hui reconnues mondialement, telles qu'Isaac Bar Shechet, plus connu sous son acronyme de Rivache, ou encore Shimon Ben Tzemach Douran, le célèbre Rashbatz. On doit à ce dernier les Takanot d'Alger qui aujourd'hui encore font référence dans la majorité des communautés juives en matière de législation matrimoniale, par exemple. Voilà, donc là on a le Sefer Ketanot du Rif,
et qui a été édité à Lemberg, aujourd'hui Lviv en Ukraine. Il date du 19e siècle. On voit donc que les Takanotes ont véritablement transcendé les frontières du Maghreb, de sorte qu'elles ont inspiré également les communautés ashkénazes jusqu'à aujourd'hui. Alors la question qui se pose, finalement, c'est est-ce qu'il y a une ou des cultures séfarades? Abordons tout d'abord la liturgie. Alors je vous laisse, pour ceux qui souhaitent prendre des notes, noter le nom d'un site qui est particulièrement intéressant en la matière, l'Institut européen des musiques juives, l'UEMJ, qui possède un très grand nombre de fichiers permettant d'écouter les rites selon les différentes traditions du Maroc jusqu'à la Libye. Alors la liturgie, on entend parfois lors des bar mitzvah des parents mal informés dire que leur enfant a lu dans la Torah selon le rite séfarade. Cette affirmation suggère à elle seule que 2000 ans d'histoire sur 4 millions de kilomètres carrés auraient pu créer une culture homogène dans le temps comme dans l'espace. Qu'en est-il en réalité? Eh bien, dans les faits, il existe une multitude de traditions liturgiques. Si le Maroc central propose une forme assez similaire entre Casablanca, Meknès et Fès, il ne saurait en être de même avec les communautés de Marrakech aux portes du désert et de Tanger dans le Maroc hispanophone à l'extrême nord. En Algérie, le phénomène est plus marqué encore. À Tlemcen, la lecture ne varie guère de celle du Maroc voisin, tandis que le rite constantinois se rapproche, tant par sa prononciation que par son air nasillard, du rite tunisien traditionnel. Alger a également son propre mode de lecture, assez épuré, à l'image de l'assimilation qui a frappé la capitale lors de la colonisation française à partir du milieu du XIXe siècle. Plus au sud, dans le Sahara, les Juifs du Mzab ont conservé à l'inverse une prononciation caractéristique de communautés fortement arabisées, peu touchées par la culture européenne. Les lettres y sont gutturales, raclées au fond de la gorge, donnant à l'hébreu des sonorités très sémitiques, à l'image peut-être de ce qu'était l'hébreu originel. Certaines zones reculées du Maghreb, généralement localisées aux portes du désert, ont ainsi conservé dans leur liturgie des grandes fêtes, des textes rédigés en judéo-arabe, notamment dans la région de Gardaïa, voire même en judéo-berbère, chez les Amazighs du Haut-Atlas. Enfin, en Tunisie, il conviendra de distinguer les rites singuliers des communautés de Djerba et Zarzis au sud, et des Grana, ces juifs d'origine italienne, très européanisés, arrivés entre le XVIe et le XVIIIe siècle à Tunis, qu'un accord ratifié en 1741 est venu séparer de facto des juifs indigènes de Tunisie. Nous sommes à l'heure du repas, je ne pouvais donc me défausser face à l'idée d'aborder également la question gastronomique. Alors s'il existe des recettes communes aux 3 pays du Maghreb francophones, telles que le couscous, inspiré de la culture islamique, ou la dafina, que l'on retrouve également en Europe de l'Est sous sa forme ashkénaze, sa cholent, il serait faux de penser que chaque groupe n'a pas développé ses propres traditions culinaires. La présence ottomane en Algérie a ainsi laissé un certain nombre de recettes d'origine turque, telles que les keftés, ces boulettes de viande hachée à la menthe à la coriandre, ou le somsom, également connu sous le nom de charop blanco, une confiture à base de sucre et de blanc d'œuf offerte aux hôtes en guise de bienvenue. Mais là encore, les frontières actuelles ne correspondent pas aux frontières historiques, de sorte que certains Constantinois, côté algérien, consomment les mêmes plats et préparent les mêmes desserts que leurs voisins tunisiens. On pensera ainsi au kak, ces biscuits secs aux amandes que l'on trempe volontiers le matin dans le café au lait, ou encore la salade de courgettes à la harissa que l'on croise fréquemment sur les tables du vendredi soir, que l'on soit chez les pieds noirs de Sétif ou chez les Tunisiens de Sfax, sous la forme du zlatam chouïa, décliné par la firme Mémé Hélène de manière industrielle. De même, le cumin a fait florès dans l'une et l'autre cuisine, que ce soit pour accompagner des fèves ou encore des carottes cuites. Il y a aussi les recettes identiques, mais qui portent un nom distinct d'un côté ou de l'autre, comme on vient de le montrer ici à l'instant sous la forme de la tchouchouka, et on me reprenait sur la prononciation de Zlatan Chouïa. Probablement qu'à Béja, dans la ville dont est originaire ma grand-mère, Yoron Evratra, la prononciation était peut-être un peu différente.
Alors, quelles sont dans ce cas, me direz-vous, les vraies spécificités culinaires des uns et des autres? Il en existe tout de même. On dira que les Tunisiens, faute de concurrence, sont les rois d'Abkaïla. Vous savez, ces fameux épinards qui nagent dans l'huile, accompagnés de jougs ou de pieds de bœuf, de haricots blancs, plutôt aromatisés, là encore, à la menthe et à la coriandre. Mais aussi, le msoki, un ragoût d'agneau préparé à Pessah, accompagné de matzah trempé, les juifs tunisiens s'autorisant de manière exceptionnelle et, alors peut-être pas en conformité avec la halakha, à tremper le pain azim, de sorte qu'un certain nombre d'autres séfarades ne viennent pas consommer à leur table le 8e jour de Pessah lorsque le msoki est servi. Je vous laisserai aller vérifier les raisons pour lesquelles je dis que la conformité par rapport à la halakha est peut-être remise en question tout autant que la consommation de riz lors de la même fête. Au Maroc, on préférera le sucré salé, avec par exemple un bon poulet au miel, aux amandes, ou encore un délicat tagine, plat raffiné des soirs de Rosh Hashanah, un tagine d'agneau comme ici, aux pruneaux et aux fruits secs. Dans l'ouest algérien, la cuisine n'est guère différente de celle préparée dans le Moyen Atlas. Le poulet aux aubergines au pois chiche, appelé barania, est mangé à Tlemcen, comme à Fès, tandis qu'une recette proche existe avec le même nom en Tunisie, où l'on remplace simplement le poulet par des abats de volaille comme ici. Alors on pourrait s'étendre encore longtemps sur la question culinaire, on en salive, il est 20h, mais elle est bien vaste et le temps nous manque. À présent, je vous propose de passer à la question qui m'est chère et sur laquelle je suis probablement le plus habilité à parler, la question du patrimoine. Alors que reste-t-il aujourd'hui des synagogues de nos pères et des cimetières où reposent nos aïeux? C'est en Tunisie que les synagogues semblent, de loin, les mieux préservées. Sur l'île de Djerba se réunissent, entre Pessah et Shavuot, à l'occasion du Lag BaOmer, des juifs en provenance de tout le pays, mais également de diaspora pour un pèlerinage dans une synagogue, qui, d'après la tradition, aurait été construite à partir des pierres du temple de Salomon par des Cohen en exil, fuyant les persécutions babyloniennes de Nabuchodonosor au VIe siècle avant notre ère. Il s'agirait alors de la plus ancienne synagogue au monde encore en usage. Sur l'île, rien ne semble pouvoir ébranler les derniers juifs qui y vivent. Ils sont quelques centaines à vivre hors du temps, hors du tumulte, loin des affres de la capitale et des risques terroristes, selon eux. Pourtant, le lieu est protégé et même très protégé, depuis que 2 attentats meurtriers sont venus assombrir le ciel bleu des juifs dévots qui y prient. Un premier attentat en 1985, qui avait été réalisé par un homme chargé de garder la synagogue et qui avait occasionné la mort de 5 fidèles, et une seconde fois en 2002 avec une trentaine d'innocents qui ont été frappés par Al-Qaïda à l'époque. Ailleurs en Tunisie, on trouve 2 autres majestueuses et non moins célèbres synagogues. D'abord, la grande synagogue de Tunis, qui faillit bien ne jamais voir le jour. Près de 60 ans de débats ont en effet été nécessaires pour qu'enfin soit inauguré ce chef-d'œuvre de l'entre-deux-guerres, puisqu'elle date de 1937. Alliant formes orientales et structures en béton, l'édifice est reconnaissable à l'imposant tétragramme qui orne sa façade. Relativement épargné par les nazis, venus arrêter en 1943 en plein Shabbat les dirigeants de la communauté, l'intérieur de la synagogue a été gravement endommagé lors des émeutes qui se déroulèrent en Tunisie au cours de la guerre des 6 jours en 1967 et qui encouragèrent à ce moment-là des dizaines de milliers de juifs à quitter précipitamment le pays. À l'heure actuelle, la bâtisse, qui a été restaurée il y a seulement une dizaine d'années, est gardée par la police municipale et les célébrations malheureusement s'y font rares, les visites s'organisant principalement dans un cadre officiel, notamment à la période du Lag BaOmer. Ailleurs en Tunisie se trouvent quantité de petites structures qui, si rien n'est envisagé, continueront à dépérir et finiront par disparaître, à l'instar de la charmante et très ancienne Slat al-Kabira, principale synagogue de la Hara, le quartier juif de Tunis de jadis. Construite sur le modèle d'un petit château fort au XVIIIe siècle, certains prétendent même qu'elle daterait du Moyen-Âge, alors il ne faut pas s'y méprendre, les créneaux en réalité n'ont été rajoutés qu'au XXe siècle. Eh bien cet édifice
cet édifice à étage crénelé et de style néo-mauresque a été détruit en 1961. D'autres synagogues existent encore à la Hara, mais elles sont le plus souvent laissées à l'abandon et leur accès de ce fait rendu difficile. Leur architecture ne mérite par ailleurs pas nécessairement que l'on s'arrête dessus aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de la synagogue Keren Yeshua de la Marsa, un bel édifice inauguré en 1927 dans la banlieue de Tunis. Depuis les années 1980, elle n'est plus ouverte qu'en période estivale, lorsque de nombreux juifs, touristes, viennent passer leurs vacances dans les hôtels de la Marsa et de Galmart. On la voit d'ailleurs apparaître dans un film en 1996, Un été à la Goulette, qui présente les relations entre musulmans et juifs à la veille de la guerre des 6 jours. Une guerre qui décidément a beaucoup marqué le pays, mais également les relations intercommunautaires entre les juifs et les tunisiens qui jusqu'alors coexistaient plutôt paisiblement. Très belle d'apparence, cette synagogue est portée en haute estime par les musulmans locaux qui la respectent et qui ne l'ont à ce jour, que Dieu préserve, encore jamais attaquée ni dégradée. On ne peut malheureusement pas en dire autant de la ville de Sfax. Les synagogues ont plusieurs fois été saccagées et pillées, encore récemment en 2011, par une population antisémite et pro-palestinienne. On voit à cet égard ici, pour ceux qui savent lire l'arabe, le mot Philistin, et, qui veut dire palestinien, Palestine plutôt, et l'étoile de David, barrée, ce qui prouve bien que l'on n'est pas seulement dans un débat politique. La ville ne compte plus que de rares membres, tous très âgés. La synagogue de Bethel, qui date de 1955, et qui n'a finalement qu'assez peu servi, est menacée. Elle ne tombe pas encore en ruine, mais cela ne saurait probablement tarder puisque les fonds viennent à manquer pour pouvoir la restaurer et l'entretenir. Et puis également la synagogue Azria, qui a été plusieurs fois victime d'attaques. L'extérieur de cette synagogue, d'ailleurs, est très intéressant, j'aurais pu l'indiquer, est copié sur le modèle de Tunis. L'extérieur, en fait, est un petit modèle de la grande synagogue de Tunis, avec également le tétragramme inscrit dans l'étoile de David. Du côté des cimetières, le constat est tout aussi désolant. Il n'est pas rare que la vindicte populaire aboutisse au saccage des cimetières juifs, de plus en plus souvent pris pour cible au Maghreb par les mécontents du système et autres antisémites patentés, notamment en période de crise au Moyen-Orient. Il en va de même, malheureusement, des cimetières d'Algérie, question sur laquelle je vais désormais porter mon regard. Voilà l'état dans lequel nous avons retrouvé en 2010 le lieu d'inhumation de ma famille paternelle originaire de Guelma, une ville du Constantinois proche de la frontière tunisienne. Le lieu aujourd'hui est habité par des indigents, il est fréquemment livré en pâture aux vandales et aux chercheurs de trésors. L'idée selon laquelle les juifs sont riches pousse en effet de nombreux pillards à rechercher des objets en or dans les tombes juives. En vain bien sûr, puisque la législation de notre religion interdit d'emporter quoi que ce soit dans le monde futur, tout objet indiquant notre position sociale dans le monde d'ici-bas. Les pierres, par ailleurs, servent en réemploi pour réaliser des chemins de traverse. On y trouve, ici comme à Sfax, des sépultures éventrées à la masse et des ordures ménagères, puisqu'aujourd'hui, ces lieux de mort servent également d'entrepôt pour les autorités municipales. Les synagogues d'Algérie, alors, je montre simplement ici un cimetière qui, lui, pour le coup, est protégé. L'un des 3 cimetières qui ne fait pas l'objet d'attaque, ni qui soit mis en péril pour l'instant, puisqu'il est sous la protection de l'État et, dans ce cas-là, de la municipalité de Constantine, qui veille par le gardiennage, par des musulmans et des chiens méchants, à ce que personne ne puisse s'y introduire. On en a fait l'expérience, effectivement, les chiens sont très très agressifs, et ça découragerait même les plus vaillants. C'est dans ce cimetière d'ailleurs que se trouve la tombe du Rav Sidi Frej Halimi, un des membres les plus éminents de la communauté constantinoise, puisqu'il a été le dernier grand rabbin de Constantine au XXe siècle, pendant près de 50 années, vu qu'il avait été élu à cette fonction à l'âge de 22 ou 23 ans. Alors voyons maintenant l'état des synagogues. Alors en Algérie,
les lieux de culte ont, dans leur extrême majorité, été transformés en mosquées, après le départ précipité des Juifs en 1962, ou bien, je vous le montrerai ultérieurement, en médersa, c'est-à-dire en école coranique, dans au moins un cas. Alors ici, on voit la synagogue de Bol, qu'il m'a été possible de visiter. Nous étions à l'heure de la prière de la Jama'a, c'est-à-dire la prière, la khutba, la prêche du vendredi, et un musulman assez bienveillant qui a dû comprendre que j'étais de tradition juive, m'a poussé vers l'intérieur et m'a dit de prendre des photos et que ça ne dérangerait personne, qu'il expliquerait à ses homologues que c'est lui qui m'avait autorisé à y pénétrer. Et c'est intéressant effectivement de pouvoir y rentrer parce que l'on voit ici encore, là où désormais entreposent les musulmans leur tapis de prière, eh bien on distingue encore de part et d'autre la Ezrat Nashim, c'est-à-dire l'étage, la galerie qui était dédiée aux femmes à la période où celui était encore une synagogue. Et on reconnaît également, comme dans toutes les autres synagogues qui ont été transformées après 1962 en mosquées, les fameux lustres juifs algériens typiques, qui n'ont pas été décrochés et qui continuent de trôner en bonne place au plafonnier de chacune d'entre elles. Et puis on voit, l'orientation, semblerait-il, ne leur pose pas trop de problèmes, ce qui est un petit peu étonnant lorsqu'on connaît l'islam, puisqu'ils ne sont pas censés se tourner vers l'Est comme nous, puisque Mahomet, lorsqu'il a découvert que les Juifs ne se convertiraient pas à sa foi, a décidé de réorienter la Qibla, c'est-à-dire le sens dans lequel il faut faire la prière lorsqu'on est un musulman, et ça n'était plus en direction de Jérusalem, mais en direction de la Mecque. Il semblerait qu'en Algérie, la question ne se soit pas trop posée, puisqu'on voit que la Qibla reprend exactement la forme du ancien Héral, c'est-à-dire l'endroit où les rouleaux de la Torah étaient jadis entreposés. Idem, dans la ville d'où est originaire ma famille, la synagogue de Galma, qui s'appelait la Griba, donc il y en a 7, dans des places aux Tunisiens, je suis désolé, peut-être que ce soir vous découvrez qu'il n'y a pas qu'une seule Griba au monde, et qu'il y en a 7 qui ont été appelées donc l'étrangère, je traduis. La Griba, l'étrangère, c'est un terme qui a été beaucoup étudié par les linguistes pour essayer d'en trouver une origine. C'est ce qui a suscité tant de mythes sur l'arrivée probable de Juifs dans des temps très reculés, mais pas si reculés que ça, puisque le nom est d'origine arabe et non pas punique ou phénicien. Donc il est peu probable que cette arrivée soit effectivement due à Nabucodonosor au VIe siècle avant notre ère. Là encore, à l'intérieur, on a eu la possibilité de rentrer. On y retrouve la Ezrat Nashim, donc la galerie des femmes, et on distingue bien que les pylônes n'ont pas été modifiés grâce à une photo qui était conservée dans des archives familiales. Voilà le sort qui a été celui de la grande synagogue. Eh oui, voilà, vous l'avez compris. La grande synagogue d'Alger, qui était très connue de tous les Algérois, qui était place Rambon, a été elle aussi transformée en mosquée. Et aujourd'hui, elle s'appelle toujours Jama'a al-Lihoud, qui veut dire la mosquée juive. C'est-à-dire qu'à chaque instant, les gens qui vont y prier ont conscience qu'il s'agissait, avant 1962, d'une synagogue. Seule la synagogue de la rue de Dijon, dans le quartier de Bab el-Oued, le célèbre Bab el-Oued de tous les films, si cher à Roger Hanin, donc également dans la capitale, à Alger, continue d'arborer modestement son étoile de David et ses tables de la loi, sous lesquelles passaient jadis les fidèles pour entrer dans un édifice qui aujourd'hui est réduit à l'état de ruine, alors qu'il passait pour être l'un des plus beaux du Maghreb, puisque c'était dans cette synagogue à Alger que les gens se rendaient pour s'y marier. Au Maroc, alors, pardon, donc, avant de passer au Maroc, c'est vrai que j'ai rajouté un cliché, la synagogue Midrash de Constantine, et puis ça aurait été dommage de ne pas vous la montrer, parce que, sans prétention aucune, je pense être peut-être le détenteur unique d'une photo qui présente l'intérieur de cette synagogue. Lorsque je suis revenu de mon périple algérien, je l'ai montré à un certain nombre de juifs originaires de Constantine, et ils se sont mis à pleurer.
Ils m'ont dit c'est la première fois qu'on revoit l'intérieur de cet endroit où on a prié. C'est le bar mitzvah et où on s'est marié. Cette synagogue est une médersa, c'est une école coranique. Je ne vous cache pas que j'ai dû forcer un petit peu la porte pour pouvoir y rentrer. Et ensuite j'ai dû jouer à l'idiot pour expliquer ma présence, qui n'était pas si inopinée. J'ai dit que je m'étais trompé de porte. Et on m'a laissé repartir sans trop de dommages. C'est une synagogue qui aujourd'hui est donc difficile d'accès, difficilement reconnaissable. De l'extérieur, il n'y a plus rien qui indique qu'il s'agissait jadis d'un ancien lieu de culte juif, ce qui n'est pas le cas de l'intérieur, puisqu'on y retrouve là encore le fameux lustre juif qui n'a pas été décroché. On y distingue parfaitement le Héral où l'on rangeait jadis les rouleaux de la Torah, et puis on reconnaîtra par rapport à la photo d'archives les arcs outrepassés en fer à cheval sur les côtés. On reconnaît également les pylônes distinctifs, et puis là encore l'arc outrepassé, ce qui indique bien que la structure intérieure n'a quasiment pas été transformée depuis la récupération par les musulmans. On passe au Maroc. Voilà, un Maroc très éclaté, un Maroc très différencié, un Maroc très divers, qu'il est difficile d'étudier en une seule conférence, il en faudrait plusieurs, parce que la tradition au Maroc est très différente de celle de l'Algérie, où les synagogues étaient monumentales. En Algérie, elles sont inspirées du modèle français, la colonisation est passée par là. On a des synagogues qui traditionnellement donnent à voir des structures qui ressemblent à des cathédrales, avec une nef, avec des collatéraux, avec une séparation stricte entre la partie où l'on prie et puis la partie où se trouvent les fidèles. En Algérie, la chose est très différente. On a toujours préféré, de tout temps, les synagogues à taille humaine, ce qu'on appelle des synagogues familiales. Donc on peut retrouver dans certaines villes jusqu'à 10, 15, 20 synagogues. Ce qui explique aussi qu'il a été très difficile pour les petites communautés juives marocaines qui se sont maintenues après le départ de l'extrême majorité de leurs membres, après 1948 et 1967 essentiellement, de maintenir ces synagogues ouvertes, de les restaurer et de les entretenir. Elles étaient trop nombreuses et seule une extrême minorité sont parvenues jusqu'à nous, la plupart ayant été transformées en entrepôts ou encore en magasins. Alors voici un fichier que j'ai pris quasiment à la même période l'année dernière. On est en février 2017. Je me trouve avec la communauté juive, enfin du moins ce qu'il en reste. Vous le remarquerez sur la photo. Que des vieilles personnes, des retraités. Pour leur extrême majorité, nous sommes pourtant dans l'une des plus grandes villes du Maroc. Une communauté qui jadis a accueilli plusieurs dizaines de milliers de membres. Une communauté qui a été, depuis le Moyen-Âge, très florissante. On en parlait tout à l'heure avec Isaac Al-Fassi, qui en porte encore le nom, le fameux Rif, inspirateur du Arwatourim et du Shulchan Aruch, mais également la ville d'origine des plus grands maîtres à penser jusqu'au XIXe siècle. Et bien aujourd'hui, ils vivent maximum une cinquantaine de personnes au dire de son président. Et j'ai pu prendre ce cliché le lendemain de Shabbat, puisque c'était Rosh Chodesh. Ils m'ont proposé de réouvrir la synagogue, de sorte à ce que nous puissions organiser un minyan et lire dans le Sefer Torah. Vous comprendrez donc que les offices ne sont plus nécessairement quotidiens et qu'il devient difficile de réunir le quorum de 10 hommes nécessaires à la sortie des rouleaux de la Torah et à la prononciation du Kaddish. Alors cette synagogue Ben Saloun de Fès, qui est magnifique, avec des formes très mauresques, avec des décorations d'une extrême précision, date de 1920. Elle est encore entretenue, fait partie intégrante du patrimoine juif marocain et ne peut être vendue puisqu'elle est protégée pour l'homme encore. Ce qui n'est pas le cas de d'autres lieux qui pourtant devraient être chers à nos cœurs. Voilà ce qu'il reste globalement du dynamique Mélard de Fès, parcouru de 1001 venelles, quelques portes de maison, anciennement juives, reconnaissables à l'estampille typique, qu'on retrouve également dans d'autres régions du monde, en Alsace notamment, c'est-à-dire une encoche dans laquelle on insérait la mezouza. Voilà. On en retrouve un très grand nombre. Aujourd'hui, elles sont bien sûr habitées par des musulmans, généralement indigents, assez pauvres, puisque le quartier a totalement été évacué par les derniers membres de la communauté juive qui, s'étant un petit peu embourgeoisés, préfèrent vivre dans la ville nouvelle.
où se trouve d'ailleurs la synagogue précédente, Ben Savoun, que j'ai présentée préalablement. Elle n'est pas dans la ville ancienne, elle est dans les faubourgs qui ont été rattachés. On trouve également la présence de l'ancien tribunal rabbinique. Alors vous ne pourrez pas le louper. Si vous êtes dans le Mélar, vous vous ferez très vite alpaguer par des jeunes qui souhaiteront vous montrer les lieux juifs, moyennant finance, il va de soi. C'est ce qui est un petit peu difficile lorsqu'on se promène au Maroc. Les sites juifs sont facilement accessibles, ils sont connus, puisque c'est un moyen pour beaucoup de gens de se faire de l'argent. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Algérie, puisque là, il y a un désintérêt total du tourisme, dans la mesure où il est quasi inexistant. Donc, en Algérie, vous ne serez pas importuné lorsque vous recherchez vos lieux, à condition de ne pas avoir une kippa sur la tête et de ne pas avoir un air trop ostentatoire de chercheur de synagogue, puisque l'antisémitisme y est encore assez prégnant, malheureusement. Au Maroc, l'antisémitisme paraît moindre, mais parce que l'économie en vit. L'économie vit en fait de ce judaïsme disparu, et cela permet à beaucoup d'indigents, en réalité, de continuer à résider dans ces endroits-là. Ils vivent dans les ruelles mitoyennes et traditionnellement maîtrisent parfaitement ce quartier où l'on se perd totalement. S'il n'y a pas un guide, effectivement, il paraît difficile, si on le méconnaît, de trouver par exemple l'ancien cimetière juif que je vous présenterai dans 2 minutes. Mais d'abord, passons quand même par 2 synagogues splendides qui datent respectivement des XVIIe et XVIIIe siècles. La synagogue Silat al-Fasiyyin et la synagogue Aben Danan qui ont été restaurées, qui ne sont pas réhabilitées, elles sont tenues par des musulmans. L'entrée en est payante, il n'y a plus aucun office qui est organisé. Impossibilité également d'y faire se dérouler une bar mitzvah ou un mariage, ce sont devenus des musées, alors que le Maroc n'y est pas partie prenante. La restauration a été intégralement financée, des panneaux l'indiquent à l'entrée, par l'Allemagne en réparation pour les crimes commis lors de la Shoah. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Berlin finance des restaurations un peu partout dans le monde, y compris au Maroc, avec la réhabilitation notamment de ces 2 magnifiques lieux de culte qui aujourd'hui malheureusement n'accueillent plus aucun office. Je vous parlais à l'instant du cimetière juif de Fès. Alors la vue est impressionnante, elle est prise depuis une terrasse, là aussi. Les jeunes du quartier n'hésiteront pas à vous proposer d'aller voir le cimetière, moyennant finance une fois encore, c'est quand même un problème lorsqu'on y a des aïeux. Donc soit vous pouvez rentrer par la porte, mais vous n'aurez qu'une vue au sol, ou alors vous avez la possibilité, en payant un peu plus cher, d'accéder aux terrasses et d'avoir un paysage plus remarquable comme celui-ci, sur des pierres toutes blanchies à la chaux. Donc de manière fréquente, les pierres sont repeintes, mais cela a fait disparaître progressivement les noms. Donc il est très difficile pour les descendants de retrouver, sauf exception, si par exemple il s'agit d'un grand rabbin, ou d'un maître à penser, ou d'un caveau spécifique, une sépulture remarquable, il sera très difficile pour les descendants de retrouver la tombe de leurs ancêtres, dans la mesure où toutes se ressemblent. Pas de pierre monumentale, pas de pierre levée et dressée, ça n'était pas dans la tradition marocaine. Et puis vous avez typiquement, c'est typique dans le judaïsme maghrébin, puisqu'on le retrouve également en Algérie et d'une manière très prégnante en Tunisie, des niches permettant d'allumer des cierges à la mémoire du défunt. Voilà également le cimetière juif de Marrakech, actuellement en cours de rénovation. La communauté est très active, elle veille à la protection de son patrimoine et fait tout pour qu'il y ait un renouveau de la ville, aussi bien du point de vue du tourisme que du point de vue de la renaissance de l'héritage juif marrakchi, qui jadis a été particulièrement vivace. Alors, il nous parle de renaissance sur place, mais ont très envie de partir. Beaucoup de vieilles personnes m'ont dit on reste pour une seule et bonne raison, c'est que si nous évacuons le pays, nous aussi, on sait ce qui adviendra de notre patrimoine. Comme dans tous les autres pays musulmans, il disparaîtra et sera transformé, comme par exemple actuellement à Saïda au Liban, où une route est venue transpercer
le cimetière il y a quelques semaines, jusqu'à ce que certains Libanais chrétiens avertissent les autorités du patrimoine juif mondial pour leur dire ce serait bien que vous vous en occupiez, parce que nous, sur place, on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Il faut savoir que les Marocains n'attendent qu'une chose, c'est de récupérer ces espaces qui, souvent, prennent de la place en plein milieu des villes, puisque les cimetières juifs étaient généralement installés juste à la sortie du Mélar. Sachant que le Mélar, le quartier juif traditionnel, était localisé dans le centre de la ville. Donc on est, pour les promoteurs immobiliers, dans des espaces potentiellement habitables, potentiellement constructibles, et qui suggèrent que si effectivement rien n'est entrepris, ces lieux pourraient être investis par des promoteurs peu soucieux des défunts. Alors, la communauté, je vous le disais, se bat corps et âme pour réhabiliter ce maigre patrimoine. Et en 2017, ils ont réussi à faire venir le roi Mohamed VI pour réinaugurer les rues du Mélar, qui désormais portent à nouveau des noms juifs. Alors ici, on a, malheureusement, on ne le voit pas bien, c'est écrit Derb Talmud Torah, mais on a aussi Derb Shalom Messas, et on a aussi Derb à synagogue, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a désormais, dans tout le Mélar, des plaques flambant neuves, alors que tout le reste est en train de tomber en ruine, donc ça dépareille un peu, mais des plaques flambant neuves qui ont été installées l'année dernière, inaugurées entre janvier et février, qui rappellent qu'effectivement on se situe dans l'ancien quartier juif Marrakech. Marrakech, je souhaitais également vous en parler pour sa synagogue. Alors Slat al-Azama passe pour être l'une des plus anciennes synagogues du monde maghrébin, aujourd'hui encore en activité. On y a organisé un office, alors quand j'ai pris la photo, malheureusement un certain nombre de membres étaient déjà partis. On a réussi quand même, un jour de semaine, un matin, à se retrouver à une vingtaine pour pouvoir faire l'office de Shacharit. Et il y avait ici quelques jeunes et moins jeunes. Alors quand je dis jeunes, il ne faut pas imaginer 15-20 ans. Ces derniers partent de plus en plus faire leurs études en Europe et généralement ne reviennent pas au Maroc ultérieurement puisqu'ils ont tendance à se marier en France ou bien au Canada ou encore en Israël, les trois principales destinations que les Juifs du Maroc ont choisies depuis une soixantaine d'années. Il reste qui? Bien les vieillards et puis à Marrakech de manière exceptionnelle quelques quarantenaires et cinquantenaires que j'ai pu rencontrer, avec lesquels nous avions pris le petit déjeuner. Ensuite, dans la cour qui accueille l'un des rares lieux cachers de la ville. En conclusion, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette rétrospective du judaïsme maghrébin? Eh bien, pas grand-chose à dire vrai, vous l'avez vu. Il ne reste malheureusement bien souvent que les synagogues en piteux état, laissées à l'état de ruine, ou bien réutilisés par la communauté musulmane après le départ précipité ou progressif des Juifs, autant de lieux auxquels nous n'avons que difficilement accès, des cimetières en friche dont les pierres tombales sont parfois les victimes malheureuses de l'antisémitisme musulman, et des communautés finissantes qui vivent aujourd'hui probablement leurs dernières heures avec le départ progressif des membres les plus jeunes. Oui, mais quand même. Il faut terminer sur un constat positif. Ce judaïsme a connu un renouveau en exil. Et il est le résultat d'une transition harmonieuse, puisqu'il a permis aux communautés séfarades de survivre non seulement hors des terres qu'ils ont hébergées pendant plus de 2000 ans, mais également de régénérer un judaïsme séfarade renouvelé par des kéhilotes aujourd'hui cosmopolites, alliant bien souvent les trois cultures. Voilà, je vous remercie.